Bien, bonjour à tous et à toutes. On l'a compris, la justice des mineurs semble bien être dans l'œil du cyclone, avec des mesures qui tantôt grignotent, tantôt s'érigent frontalement en contre sa philosophie même. Faut-il rappeler les motifs de ce texte historique et l'ordonnance du 2 février 1945, je cite: « La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Le projet d'ordonnance atteste que le gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs et plus particulièrement les mineurs délinquants. Soustraire les mineurs délinquants aux juridictions pénales de droit commun était ainsi clairement énoncé. L'enfance délinquante mérite d'être protégée en même temps que punie, et le particularisme de sa situation exige d'en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l'instruction que de celui du jugement, et va donc pour une procédure partagée entre le juge des enfants et le juge d'instruction. Depuis des années, le fonctionnement de cette justice pénale des mineurs a fait l'objet de critiques croissantes et de multiples réformes jusqu'à la dite loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, qui a autorisé le gouvernement à réformer par ordonnance les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, avec à la clé un juge des enfants qui n'instruira plus, un rôle du parquet qui sera renforcé et une nouvelle procédure qui ouvrira grandes les vannes vers le flagrant délit pour les mineurs. De fait, la protection judiciaire de la jeunesse, entre autres, joue présentement sa survie, et avec ce traitement différencié qui en est son apanage. On sait que le sujet est sensible et n'est qu'à voir les débats en ces temps d'échéance électorale entre l'un qui associe sans vergogne mineurs étrangers isolés, assassinats et viols, l'autre qui veut ressortir les karchers de la cave, et j'en passe. Très prosaïquement, la question qui m'est posée est la suivante: comment sur ce terrain-là la Bretagne se situe-t-elle? Y a-t-il une spécificité bretonne qui vaudrait le détour, en somme, et qui singularise notre région? Peut-être même y a-t-il possibilité, spécificité, là où un régime régalien indifférencié prévaut à l'échelle de l'Hexagone et vos lois. La question est bien délicate et, à vrai dire, je n'ai pas de réponse toute tranchée. Prudemment, en me situant donc sur le terrain de l'histoire, je peux simplement avancer quelques éléments à vous soumettre qui peuvent jouer un certain rôle dans ce qu'on dira la justice des mineurs, et qui, en tous les cas, a joué assurément un certain rôle dans les décennies passées. De fait, ce que je voudrais restituer, c'est en quelque sorte, je dirais, ce terreau breton. Le mort saisit-il le vif? Ce terreau, ces héritages, on va le voir, il y en a, sont-ils rémanents? Interviennent-ils et de quelle manière dans la façon dont aujourd'hui cette justice des mineurs se déroule, notamment pour ce qui est des façons d'accompagner ces jeunes délinquants suite à leur jugement? Tout au moins, aurais-je simplement tentative d'ouvrir le débat. Pour ce faire, ce que je tenterai, c'est de repérer avec vous quelques lignes de force de ces possibles singularités bretonnes susceptibles d'avoir laissé des traces. J'en repère 7. Mais faut-il rappeler que c'est une vision des choses, une construction, un point de vue, une analyse située, comme on dirait, qui vaut véritablement discussion. 7 points, de fait ici, compte tenu des contingences, de fait plus repérés que développés par le menu, et qui, articulés, peuvent, me semble-t-il, caractériser la Bretagne, ou à tout le moins ouvrir sur des questions concernant la couleur particulière que peut prendre en ces terres l'accompagnement des jeunes délinquants. Et donc, 7 points. Le premier, c'est le poids du religieux. Comme premier point, comme première ligne de force, je voudrais insister sur ce poids. En effet, on ne saisirait pas tout ce qui peut en être des œuvres
tournée vers les dits enfants perdus, les enfants bannis, les enfants irréguliers, et j'en passe, sur des dominations, si on oubliait que sans doute, plus que toute autre région, la Bretagne a été terre de prêtres, terre d'ordre religieux, dont émane encore largement tout un tissu d'associations qui, certes, toutes, ou presque toutes, ont défroqué depuis des lustres, mais qui demeurent très actives sur ce terrain de l'éducation spécialisée en direction des mineurs justiciables. Explication. En Bretagne, une chose est certaine, les congrégations religieuses vont largement investir, et surtout à partir du 19e, le 19e, c'est l'âge d'or des vocations, l'encadrement notamment des filles perdues. On évoque souvent la Bretagne comme étant une terre de prêtres. Dans le secteur de la protection de l'enfance, c'est avant tout une terre de bonnes sœurs. Très largement, et cela va faire que, par exemple, jusqu'en 1943, il n'y a pas moins de 19 congrégations différentes qui gèrent 56 établissements, dans un premier temps des orphelinats, des aériums, mais aussi des dites œuvres, le mot est superbe, des œuvres de préservation et des maisons de refuge. Les ordres religieux, souvent repliés, ces ordres sur eux-mêmes, résistent vaillamment aux tentatives des pouvoirs publics d'y mettre bon ordre entre les deux guerres. La rééducation des jeunes filles derrière les hauts murs se caractérisera alors durablement par une extrême sévérité, pour ne pas dire un régime quasi carcéral. C'est Montbarreuil à Saint-Brieuc, c'est Kernisy à Quimper, c'est Saint-Cyr ici à Rennes, c'est les Dames Blanches à Nantes, c'est les bons pasteurs qui, à partir de la maison mère d'Angers, vont essaimer. Et puis, du côté des prêtres, le compte est vite vu, à part les frères de Saint-Jean-de-Dieu à Nantes et les spiritains avec les orphelins apprentis d'Auteuil qui reprennent l'établissement de Langonette en 1923, il n'y a presque rien. Ces prêtres sont beaucoup plus pragmatiques que les bonnes sœurs. Et ils nouent sans difficulté aucune des alliances, des ententes avec des personnalités qui pourtant ne sont pas vraiment du même bord. Un exemple, l'abbé Levet qui fonde entre guillemets le centre de Keraoul, près de Landerneau, l'abbé Normand, qui prend le relais de l'abbé Castel en 52 et qui ne décroche qu'en 79, collabore sans problème aucun avec les représentants d'associations auxquelles, je vous prie de le croire, Saint-Pierre n'aurait pas donné une seule clé de son paradis. Je pense notamment à l'Association nationale des communautés éducatives, très liée aux fédérations des œuvres laïques. Et c'est indubitablement une des grandes réussites alors en Bretagne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné. Cette alliance pour une cause commune, ce que l'on nommait à l'époque l'enfance en danger. C'est un fait que dans l'Ouest, des hommes et des femmes de bonne volonté, de tous bords, ont su dépasser les clivages, se sont rassemblés, se sont fédérés. C'est ce qui explique le succès de leur entreprise et c'est ce qui a donné en Finistère, par exemple, mais pas uniquement, un tissu aux mailles très serrées d'établissements et de services tournés vers l'éducation spécialisée versus encadrement des jeunes sous mandat administratif ou judiciaire. Que reste-t-il de cet héritage? Des associations comme Don Bosco, en Finistère, sont encore aujourd'hui très actives sur le terrain de la protection de l'enfance. Accueil d'urgence, services d'accompagnement éducatif à l'autonomie, dispositifs d'adaptation des parcours éducatifs, accueil familial, accueil de jeunes étrangers isolés, prévention spécialisée, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et avec d'autres d'ailleurs, toujours en Finistère, l'association Don Bosco a été aux avant-postes pour constituer une sorte de consortium, une sorte de lobby, prénommé ici Aramis, susceptible de faire face aux financeurs, susceptible de faire face aux donneurs d'ordre, conseils départementaux et administrations déconcentrées, y compris de la justice. Ce que je sais, c'est qu'il y a là un dynamisme rare qui puise profond et avec des valeurs civiques dont le terreau fleure l'encens, mais qui aujourd'hui fait le poids. C'est le premier héritage. Le deuxième, c'est que la Bretagne est péninsule, voire insulaire. Second point, seconde ligne de force, la Bretagne est très loin des grands centres urbains. Au 19e, voire au début du 20e, elle va être volontiers considérée comme une terre de ressourcement au nom d'une sorte de mystique rustique, d'hymne au vert, d'hymne à la nature bienfaitrice. Elle va devenir notamment terre d'accueil
pour des centaines, voire des milliers de jeunes dans des dites colonies agricoles qui préfigurent, pourrait dire, ce que l'on dirait aujourd'hui des lieux de rupture à de grandes différences près cependant. Là aussi, restent des équipements qui, et c'est là, seront habilités à recevoir des jeunes sous mandat. J'ai travaillé, ça remonte à 40 ans, j'ai travaillé quelques années à l'IME de Carlaz, près de Douarnenez. C'est un archétype. En cela, c'est intéressant parce que ce n'est pas original. Un prêtre de la région, l'abbé Bernard, est nommé par sa congrégation dans les quartiers populaires du nord de Paris, du côté de Championnet. La vague hygiéniste aidant et les craintes des mauvaises fréquentations de la dite école de la rue le fait organiser d'abord des colonies de vacances, puis ce sera un aérium, etc., un classique, et sans nul doute un cas de figure maintes fois répété. Le religieux, toujours d'ailleurs. La Bretagne, ce sont aussi des œuvres parisiennes, telles Plouguer-Nével, pour des centaines d'asilés parisiens placés dès 1934 dans un ancien séminaire, loin des yeux, loin du cœur. Et quand on regarde qui étaient ces asilés, on se voit bien que se mêlent allègrement bien d'autres figures que de celles de la folie dans ce type d'établissement. Et puis, ce sont les colonies agricoles. Les années 30 voient non seulement l'avènement véritable des villes, mais surtout son lot de conditions de vie qui vont de pair avec l'insalubrité, le chômage récurrent, etc. Et toute une jeunesse des faubourgs, tous ces gavroches en herbe, commencent à inquiéter, tant leur encadrement familial est mal stabilisé, voire fait défaut. Quand je parlais des années 30, je parle des années 1830. Émerge alors tout un courant mêlant aristocratie terrienne déclinante et catholicité préoccupée par la gestion sociale. Animé par quelques personnalités, se fonde tout un courant qui prône pour les délinquants le retour à la terre, le retour à la nature, condamnant par là même la ville et ses miasmes. Tant à être alors véhiculée une vision idyllique de cette nature gage d'harmonie et de paix sociale, nature anti-ville par excellence, quasi-cathédrale des merveilles, jardin d'Éden, retrouvé île de bonheur, en somme. L'un des animateurs les plus influents de ce courant, Charles Lucas, ce mot révélateur, bien connu, sauver le colon par la terre, sauver la terre par le colon. La colonie modèle du genre, Mettray, près de Tours, ouvre en 1840. 3 ans plus tard, s'inaugure la colonie agricole de Saint-Ilan, dans l'actuelle Côte d'Armor, à l'initiative d'un bourgeois breton devenu propriétaire terrien, Achille de Clézieux, et légitimiste suite à l'ébranlement révolutionnaire. Ami de Lamennais, fondateur, lui, de la congrégation des frères de Ploërmel, voilà ce qu'écrit et exalte du Clézieux. Que fait la société de l'enfant abandonné? Elle le ramasse comme un vagabond en le reléguant en prison. Il faut accueillir ces enfants que l'espérance guide à notre seuil. De ces sujets comme voués par le malheur de leur naissance à la corruption et au crime, nous ferons des hommes probes, des citoyens utiles. Nous rendrons à l'agriculture des bras vigoureux. Mettray, Alouville, Ménil, Saint-Firmin, Liard ont tenté quelque chose. Et nous, Bretons, à la vue de nos landes et de nos pauvres, au spectacle affligeant de la stérilité et de la misère, ne sentirons-nous pas rien remuer dans nos cœurs? S'inspirant de Mettray, il conçoit alors un vaste projet d'une colonie mère et de plusieurs annexes. Il ouvrira bientôt à Carlan et va chercher à la centrale de Fontevraud ses premiers colons. Fidèle à son projet d'essaimer d'autres colonies, du Clézieux initie l'ouverture d'une annexe à Langonette, qui deviendra colonie pénitentiaire autonome en 1859. Entre-temps, précisons-le, 1855, la congrégation des Spiritains a pris les rênes de cet établissement et singularise d'ailleurs la Bretagne en faisant une des seules colonies agricoles pénitentiaires de France pour les garçons. À Langonette, 1879-1880, c'est quelques 450 colons, dont 60 ne sont là que simple vagabondage, 20 pour mendicité, 305 pour vol simple, 29 d'entre eux n'ont pas 10 ans, 248 ont entre 10 et 15 ans. Ils en prennent jusque leur majorité pour la plupart d'entre eux, y compris pour un simple vagabondage. Ceci dit, la fin des années 1860 voit à la tête des ministères des personnalités prôner des solutions publiques et non plus privées. De plus, des cas de suicide, de sévices dépassant les limites pourtant larges, motivent ici et là les premières véritables inspections. Mettray doit être inspecté en 1870, Saint-Ilan 1869. De fait, cette administration ne voyait pas nécessairement d'un bon œil l'obstination des juges à multiplier les placements en colonies pénitentiaires. 1876, une loi est promulguée qui restreint, dixit, le nombre des enfants à mettre en correction pour diminuer les charges du budget.
Saint-Ilan et Langonette n'en continuent pas moins leur activité. Et il faudra attendre en fait les épisodes 1902-1903 des lois d'interdiction d'enseignement pour les congrégations pour voir les choses basculer. Entre 1843 et 1902, c'est plus de 2000 colons qui sont passés par Langonette. Et en 1903, des fourgons de la pénitentiaire viennent enlever les derniers enfants de Saint-Ilan pour les confier à Belle-Île ou à la Motte-Beuvron. À Langonette, il en va de même. Cela fait partie de l'histoire. Ce qu'il convient de noter, c'est que ces colonies vont ici et là se transformer en centres habilités par la justice, en MEX notamment, et on retrouve aujourd'hui encore la Fondation d'Auteuil à Kerana, Rostrenin par exemple, à Langonette, évidemment. En ce sens, ces initiatives qui puissent profond participent à ce tissu dense d'établissements et de services à la disposition des conseils départementaux, certes, mais aussi des juges pour enfants. Là encore, est-ce une spécificité bretonne? Je saurais trop le dire, mais à ce que j'ai pu lire, à ce que j'ai pu investiguer, c'est quand même une offre peu commune, Et puis, troisième point, Belle-Île. Belle-Île, dont on trouvera dans les panneaux de l'exposition quelques traces, l'institution repoussoir, bientôt l'antimodèle. Ça vous rappelle quand même quelque chose. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs la nuit? C'est un enfant qui s'ensuit. On tire sur lui à coups de fusil, bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans, rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Belle-Île, bien sûr, Belle-Île, qui va agir comme une sorte d'antimodèle de figure repoussoire, qui va marquer les esprits et va susciter des initiatives en contre. Je pense notamment, je vais venir à Kergoat, près de Dinan, des années d'après-guerre, revisitées par exemple par le film Les choristes. Le Fort Vauban, qui garde le palais, a déjà une longue histoire carcérale quand on voit s'installer cette colonie pénitentiaire en 1880. À cette date est créée cette fameuse colonie pénitentiaire et maritime. En 1884, ce n'est pas moins que 400 colons, de moins de 16 ans pour la plupart, qui sont placés à Haute-Boulogne, près du fort ou à la ferme de Beauté, à quelques kilomètres de là. Très rapidement, la colonie a mauvaise réputation. À côté de jeunes dirigés là pour Pécadille, et vraiment, quand on dit pour Pécadille, l'administration y évacue aussi les fortes têtes des autres colonies pénitentiaires. L'insularité étant censée décourager toute tentative d'évasion. Colonie très disciplinaire, colonie très redoutée, on y fait travailler les enfants de 5 h du matin à 21 h du soir, avec un régime de vie qui est émaillé de punitions collectives, de brimades, de coups. Il faut dire qu'on y mute aussi les personnels d'autres colonies sanctionnés pour leur inconduite. Les jeunes dorment, vous en avez un épisode ici, une photo là-haut, dans des cages à poules de 1,10 m sur 1,90 m, grillagées, et les hauts murs empêchent ne serait-ce que de voir la mer. À âge égal, on y meurt 2 fois plus qu'en liberté. Les premières révoltes éclatent, c'est 1898, 1899, mais on peut dire que c'est véritablement après 1914 que Belle-Île devient un repoussoir, véritablement aussi un véritable pourrissoir à la discipline impitoyable. En 1930, ils sont encore 230 mineurs à subir les traitements ignomineux sans que l'opinion publique s'en émeuve vraiment. C'est la révolte de 1934 qui va connaître un véritable retentissement et qui va devenir un scandale porté sur la place publique avec cette dénomination de bagne pour enfants qu'on doit à un journaliste de Paris Soir, Alexis Danan. La fin des années 30 sonne le glas des colonies pénitentiaires. Maitret, première à ouvrir, ferme, 1937. Belle-Île opère difficilement sa mutation, mais elle a été une sorte d'antimodèle sur lesquels les ordonnances de 1945 se sont appuyées pour signifier en quoi, justement, contre quoi, finalement, ces ordonnances entendaient s'ériger. En creux, en quelque sorte, se sont justement alors déployées des initiatives, tout est lié, affirmant des principes éducatifs haut portés, une catalyse largement associative qui a fait de la Bretagne une terre d'initiative s'accordant bien avec les ordonnances de 1945. C'est le troisième héritage. Quatrième, ça serait des juges tout à leur affaire,
assez remonté contre l'administration pénitentiaire et intéressé à faire alliance avec les patronages. Il y a en Bretagne, sous la dite Restauration, je l'ai dit, des juges assez remontés contre la République, juges qui se méfient, voire qui défient l'administration pénitentiaire. Les juges en Bretagne, c'est toute une histoire. Et les juges des enfants, c'est aussi toute l'histoire d'une implication sans doute assez peu commune. De fait, les juges se préoccupent dès les années 1860-1870 de ce qu'il advient des détenus qui peuvent être au 19e emprisonnés très jeunes, je l'ai dit, dans les dites colonies agricoles, puis colonies pénitentiaires de sinistre réputation. Prison égale école du crime. C'est un vieux leitmotiv. Et on verra ainsi apparaître nombre de sociétés philanthropiques se préoccupant de ce qu'on dirait aujourd'hui la réinsertion des jeunes détenus. Beaucoup d'entre elles porteront le nom de sociétés de patronage et obtiendront d'accueillir en fin de peine, puis au cours de peine, des garçons coupables et faisant fort donc de les encadrer en les plaçant chez des patrons, des artisans. Assurément, l'humanisme, sinon la foi chrétienne de ces juges, ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour autant, il ne faudrait pas être trop naïf. Sous la Troisième République, les juges ne sont pas toujours, loin s'en faut, des fougueux partisans de la laïcité à la Jules Ferry et consorts. Quand l'État nationalise, en somme, les colonies agricoles privées qui recevaient des jeunes délinquants, ou bien les ferme tout simplement, comme celle de Saint-Hilaire de Langonette, il y a de la résistance du côté des juges. Et la loi de 1889 sur les enfants moralement abandonnés est une loi finalement qui leur va bien, puisqu'elle va mettre en selle les sociétés de patronage. Dans un premier temps, ces sociétés plutôt chargées de prendre en main les jeunes à leur sortie de prison, de les tutorer, en somme, en étant régulièrement épaulées par des relais dans les paroisses, d'où le fait qu'on accolera souvent à la terminologie patronage catholique. Et il y aura toute une première salve de création de patronage. Et là, il y a bien un tournant. Les juges vont chercher et vont pouvoir disposer désormais d'un cadre légal pour faire en sorte que les jeunes délinquants échappent à la seule alternative possible à l'époque, soit la remise aux parents, soit la flétrissure, comme on disait à l'époque, à savoir l'envoi en maison de correction. Pourquoi cette recherche de solutions médianes? Les parents sont à l'époque de plus en plus considérés comme les vrais coupables. Et leur remettre l'enfant délinquant, c'est ni plus ni moins abdiquer et s'attendre à la récidive. Envoyer l'enfant en prison, c'est le remettre tout droit à l'école du crime. Et peu à peu, les juges perdent toute confiance dans les colonies pénitentiaires, surtout quand elles sont, quasi toutes, pour les garçons, récupérées directement par l'administration pénitentiaire. Et donc, ces sociétés de patronage fleurissent à la fin du 19e. Qui les anime? Je dirais classiquement des notables, notaires, médecins, patrons, philanthropes. Et puis, évidemment, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même des magistrats. Et ainsi se développe cette curieuse manière de faire. Un magistrat adresse un enfant à une société de patronage privé au sein de laquelle il a un rôle primordial. Ici, par exemple, à Rennes, c'est l'association de sauvegarde, qui est l'émanation directe des juges, et on comprend bien d'ailleurs pourquoi, durablement, ils vont émarger au conseil d'administration de ces associations. Ce sont eux qui les ont créés, ni plus ni moins, pour damer le pion à l'administration pénitentiaire. En cela, les sauvegardes ont été en quelque sorte instrumentalisées par les juges, et il doit bien y rester quelque chose de cette histoire encore. Comment opèrent ces sociétés de patronage? En fait, elles cherchent à placer les jeunes chez les patrons, en Bretagne plus qu'ailleurs. C'est ainsi un placement dans des fermes, le placement à la campagne devient la règle pour les enfants. Économiquement, pour l'État, en plus, c'est une bonne affaire, puisque quasi aucun financement n'était prévu pour ces patronages. Voilà donc pour la société de patronage rennaise. Voilà à Nantes, 1888. Voilà donc en Bretagne, la société de patronage délibéré des enfants abandonnés d'Ille-et-Vilaine, c'est à Rennes, 1899. Et va aussi pour la société nantaise de patronage. Va aussi à Saint-Nazaire, 1928, à Vannes, 1935, Quimper, 1937. Qu'en est-il aujourd'hui des relations entre juges pour enfants et associations de sauvegarde en Ille-et-Vilaine, en Morbihan, en Finistère? Je n'ai pas de réponse. Je sais par contre que dans ces trois départements, ces dites sauvegardes sont très dynamiques en matière de protection de l'enfance. Cinquième point, parlons-en un petit peu quand même, les assistantes sociales. Quelques mots, en quelque sorte, sur l'empire des assistantes sociales, si je peux le dire ainsi,
qui vont être très actives dans les œuvres près des tribunaux. Je n'ai pas le temps de développer, mais disons que les assistantes sociales partant des services pour enfants des hôpitaux vont occuper le niveau de l'assistance aux enfants dans les familles et elles saisiront très vite l'opportunité de la loi 1912 qui, inspirée des États-Unis, institue entre autres la liberté surveillée et avec la possibilité d'éloigner le jeune. En effet, la plupart du temps, au sein des tribunaux, ces assistantes sociales vont proposer leurs services et leurs compétences et vont savoir créer elles aussi, des associations parallèles. Parfois, ni plus ni moins, avec l'aide des substituts, elles créent des établissements là où ils font défaut. Le plus souvent, elles diligentent des enquêtes. Elles sont, ni plus ni moins, une courroie de transmission du tribunal. Parmi ces assistantes sociales en Bretagne, il y a des figures hautes en couleur, telle Anne-Marie de la Morlaix, qui crée d'abord le dit service social de sauvegarde des Côtes d'Armor, plus tard, 2 ans plus tard, celui d'Ille-et-Vilaine, qui est directement installé au tribunal. Saint-Brieuc, Rennes sont les sièges, mais ces sauvegardes ont des antennes Dinan, Guingamp, Lannion, Fougères, Redon, Saint-Malo, Vitré. Ces services diligentent essentiellement des enquêtes sociales à la demande des juges et géraient les placements officiels et les placements officieux. Plus à l'ouest, à la fin de 1937, à l'instigation du substitut du procureur, se crée la Société du Sud-Finistère pour la protection de l'enfance délaissée et délinquante. Et on retrouve encore une autre assistante sociale, une dite demoiselle Pourcel, qui restera durablement très active dans les départements. Assurément, via leur action auprès des tribunaux, les assistantes sociales se sont imposées comme un maillon fort. En Bretagne, elles font réseau. Et puis, il y a l'enfance délinquante durant la guerre, la seconde, qu'en faire? Les colonies pénitentiaires sont rares, elles sont de toute façon occupées par les forces d'occupation. Les établissements pour garçons ne sont pas légion, et donc ce sont elles qui vont véritablement développer tous ces services, ce qui fera dire à une grande personnalité bretonne, qui est Henri Joubrel, dixit, « L'assistante sociale se révèle de nos jours une auxiliaire indispensable à la vie du pays. On peut la comparer au leucocyte qui, dans tout l'organisme, lutte contre les causes d'affaiblissement ou d'infection. À l'époque où l'on va combattre en France la dégénérescence, tous les maux qui y conduisaient, il faut multiplier les assistantes sociales. » Et voilà donc une planification dûment organisée via le Conseil technique de l'enfance déficiente et en danger moral qui va se développer à l'échelle des préfectures de région qui vont être mises en place en 1941. Côté ministère de la Justice, on a bien repéré combien quelques personnes, si devant demoiselles, ont une aura, une autorité, une influence susceptible de rassembler autour d'elles. Là où ailleurs, il y a discorde et moindre audience. Il y a en Bretagne des personnalités de confiance, ces assistantes sociales si nommées, et les voilà en quelque sorte tête de pont des futures coordinations régionales. D'abord, on les presse de rassembler autour d'elles les œuvres de sauvegarde à l'échelle de leur département. Fait en Finistère en 1942, en 1943 naissent les associations régionales de sauvegarde de l'enfance, les ARCEA qui sont les ancêtres des créailles. Elles ont pour mission de canaliser les subventions de l'État, d'accréditer l'établissement, d'organiser le placement, avec un premier sas de, là aussi il y a quelques mots dans un panneau à l'entrée, les dits centres d'orientation. Bientôt, on va parler de centres d'observation et de triage. Ces associations vont pouvoir ainsi coordonner l'ensemble du dispositif. En Bretagne, ce sera Jacques Guillaumard qui va s'évertuer de fédérer ces associations. On lui doit notamment la création de Don Bosco, de Kergoat, mais l'histoire continue et toutes les leçons, sans doute, sont à tirer de le présent, de toute cette présence des assistantes sociales qui instrumentalisent et qui sont vraiment liées aux magistrats. 6e point, scout toujours prêt. La religion, encore décidément, voilà donc des scouts qui vont trouver leur voie à partir des années 40, après s'être frottés souvent au chantier de jeunesse. Je pense à Mordel, près de Rennes. Ces pionniers vont être aux avant-postes pour diligenter les fameuses sauvegardes de l'enfance. En Bretagne, c'est tout un programme, ces sauvegardes de leur coordination. Ce n'est pas à tout point original, puisque j'ai repéré dans le Finistère un cas à peu près comparable, mais le fait est que cette assistante sociale que j'ai évoquée, Anne-Marie de la Morlaix, constatant, nous sommes en août 40, qu'il n'existe pas en Bretagne d'établissement pour jeunes délinquants hormis Belle-Île, mais à la régulation on ne peut plus sulfureuse, et bientôt de toute façon évacuée par ordre des Allemands, va ainsi ouvrir
dans une ferme plus ou moins à l'abandon, au lieu-dit la ville aux Cailles, au Inglé, près de Dinan, ce fameuse ferme d'accueil de Kerguat. Il y a toujours une référence aux travaux agricoles, mais il y a une originalité. Elle confie la direction de l'établissement à un jeune étudiant scout qui accepte le poste à titre provisoire, Hubert Noël. Il gardera, Hubert Noël, le souvenir d'une femme très belle, très grande, aux yeux bleus et au regard décidé, et le moins non puisse dire qu'il n'a pas froid aux yeux. Hubert Noël, fils d'un magistrat rennais, et avec son frère, 2 ou 3 issus du scoutisme, c'est parti. C'est parti pour l'aventure, c'est parti pour Kerguat. Les débuts sont difficiles, mais Anne-Marie de la Morbée prospecte les prisons de Rennes et Nantes, sollicite aussi l'œuvre du pot de fer à Paris. En 1940, il n'y a qu'un jeune. Ils sont une douzaine fin septembre, quand le seul jeune, c'était le mois d'août. Mais tous ne sont pas là suite à un jugement. Les ressources sont maigres, quelques prix de journée pour les garçons confiés au ministère de la Justice, etc. Bientôt, elle va ouvrir une autre ferme. Ce sera le centre mère, pour ainsi dire, de Kerguat. Contrairement à la légende un peu entretenue ici-là, je pense au film La cage aux rossignols, dont les choristes ne sont qu'un remake, tout n'est pas rose, loin s'en faut. Mais le fait est que l'initiatrice s'est gardée en quelque sorte aussi la part du fonctionnement, la part du lion dans ce fonctionnement. Nous sommes en 1942. Le régime de Vichy met en œuvre une politique extrêmement volontaire en direction de la jeunesse, que l'on soupçonne d'avoir été quelque peu déviée de ses nobles desseins, démoralisée par les instituteurs de la République et au-delà par la clique du Front populaire. Les chantiers de jeunesse se chargeront de faire de cette jeunesse puisée dans des vraies valeurs, et on sait, l'hymne à la nature bienfaitrice, convoquant le scoutisme notamment, fera les riches heures de ces camps où on lève le drapeau français avec l'hymne de la frontiste, Maréchal, nous voilà. Cette politique, assez bien dotée dans un contexte de disette, emportera souvent l'adhésion des personnes appelées sous le nouveau drapeau. Il faudra attendre 1942, l'arrivée de Pierre Laval, pour que l'invasion de la France libre finisse de jeter un discrédit sur ces politiques. Et puis, évidemment, c'est le temps des coordinations de ces ARCEA, Association régionale de sauvegarde de l'enfance. Celle de Rennes date de mars 1944. Il était temps. Quelles étaient les missions de ces ARCEA? D'abord, leur revenait la coordination des établissements pour jeunes inadaptés, ce qui n'est pas simple a priori, je l'ai dit, le secteur étant extrêmement protéiforme. Il pouvait y avoir des orphelinats confessionnels derrière les hauts murs duquel on ne savait pas toujours ce qui se passait, d'autant plus que l'État, ne les finançant pas, n'avait pas à s'arroger vraiment un droit de regard. Il pouvait aussi y avoir maintes sociétés de sauvetage, de sauvegarde, adossées aux tribunaux, montées, sinon instrumentalisées par les juges, qui se méfiaient de tout ce qui ressemble, de près ou de loin, au service du ministère de l'Intérieur. Et la liste serait longue de ces institutions soucieuses de leur prébande et de leur indépendance. Coordonner tout cet ensemble, appelé sans doute faisabilité. Et cette coordination détenait le nerf de la guerre, puisqu'elle se voyait confier la responsabilité de canaliser et de réguler les subventions publiques. Du coup, ne pouvaient émerger à ces coordinations que les institutions affiliées. Une des missions de ces ARCEA, et non des moindres, était de mettre en place un dispositif particulier, à la fois réceptacle de tous ces enfants dits en danger, et ce faisant devant être placés, et d'orientation de ces jeunes vers les internats lui convenant a priori. Les 10 ARCEA vont créer ce qu'on appellera des centres d'observation. La dite observation sur laquelle il y aurait long à dire, y compris sur l'émergence de corps professionnels qui vont étendre peu à peu leur influence. J'ai parlé des pédopsychiatres. Voilà donc ces ARCEA mis sur les rails. Il faut bien le dire, la formule juridique de constitution de ces associations est quand même assez étrange. C'était des associations régies par la loi de 1901, mais leurs règles de fonctionnement étaient pour autant très proches de celles des services publics. Et leur conseil d'administration comprenait obligatoirement plus d'un tiers de fonctionnaires, à la fois, c'est le cas de le dire, juges et parties. De fait, s'invente à cette occasion ni plus ni moins, une formule mi-chair et mi-poisson, une formule à la frontière du droit public et du droit privé, un hybride, privé formellement, mais dépendant quasi exclusivement des finances publiques. Quelque chose, si vous voulez, comme des entreprises privées d'intérêt public, un mélange subtil, une ambivalence, pour ainsi dire constitutive, qui peut-être dure encore d'ailleurs
de la part d'un État extrêmement ambigu vis-à-vis de l'action sociale, hésitant à s'y engager de plein pied et préférant déléguer à des initiatives privées de pure forme, parfois, le soin d'entreprendre. Tels sont ces archéas, qualifiés dès les années 50 par d'éminents juristes comme des auxiliaires des pouvoirs publics, comme une particularité exorbitante du droit commun constitutionnel. Que retenir de cette histoire? Deux éléments d'abord. Premièrement, le scoutisme a durablement irrigué l'éducation spécialisée. Et je m'adresse ici peut-être à ceux qui ont les cheveux plutôt de la même couleur que moi. Il y a eu des engagements quand même, reconnaissons-le. Après avoir formé des légions de prêtres, les petits et grands séminaires, je pense par exemple à ceux de Saint-Paul-de-Léon ou Pont-Croix, ont mis le pied à l'étrier à des générations d'éducateurs, dont nombre d'entre eux prendront la direction dévolue à la protection de l'enfance. Pour le dire vite, 5 minutes, il y a des empreintes teintées d'humanisme qui demeurent, voire que demeurent encore extrêmement matricielles. Sur ce premier sillon, il y a jusqu'à aujourd'hui des continuateurs formés à ces valeurs qui résistent, me semble-t-il, à l'arrivée dans les directions des établissements, associations d'éducation spécialisée de petits managers bien peu acculturés. Ensuite, deuxième élément, en Bretagne, mais ce n'est pas si original que cela sans doute, on a des juges pour enfants qui savent non seulement faire alliance avec les associations de droit privé, mais qui savent avant cela les créer de toutes pièces quand cela les arrange, quitte, on l'a vu, à instrumentaliser quelque peu des assistantes sociales comme précieux relais. Où en sont ces juges pour enfants aujourd'hui? Quels liens de toutes sortes ont-ils avec les associations tournées vers la protection de l'enfance? Je ne connais pas du tout véritablement ce qu'il en est. Ils disposent, en tous les cas, ces juges pour enfants, assurément en Bretagne, d'un terreau singulier et sans doute peu commun. Le 7e point, à grandes enjambées, ce sont la présence de ces fonctionnaires militants. Alors, que vous dire de ces fonctionnaires militants en quittant mes notes? Quelquefois, on ne sait pas trop s'ils sont publics ou privés, ces fonctionnaires militants qu'on va retrouver dans les administrations. Je pense notamment à l'un que j'ai beaucoup étudié avec mon collègue et compère Mathias Gardet, Roland Satiani. On va dire qu'ils sont administratifs le jour et militants privés la nuit. Ces fonctionnaires militants que l'on va retrouver dans les grandes influences sous la 4e jusqu'au début de la 5e République, j'ai pensé à Henri Joubrel, bien sûr, j'ai pensé à Jacques Guillaumard, mais il y en a d'autres, vont être très écoutés dans les cours et dans les couloirs du ministère dans les années 50-60. Ces fonctionnaires militants vont être aussi aux avant-postes dans le champ de la protection. Et en Bretagne, particulièrement, moi j'ai étudié pour ce qu'il en est de la sauvegarde du Finistère, où c'est un ami à la fois de Pierre Messmer, dont il était l'adjoint en Côte d'Ivoire, ministre des Armées, ministre des Dom-Tom, Premier ministre dans les années 92-94, ou ami aussi d'Yvon Bourges, ministre de l'Intérieur aussi, le directeur général de la sauvegarde de l'enfance de l'époque, décédé depuis, Guénolé Calvez, disait de cet homme, Alexis Tanguy, bien en cours donc dans les ministères, il avait toujours dans sa sacoche l'annuaire des anciens comme lui, et quel que soit le ministère, il passait par eux. Il faut voir, c'était comme une confrérie, c'était par Bourges aussi qu'on passait pour avoir directement contact avec qui? Mais avec celle qui est la véritable mère de la loi pour ce qui concerne les enfants handicapés. On dit que c'est Simone Veil. Ce n'est pas Simone Veil, c'est Marie-Madeleine Dienesch qui a préparé le terrain de cette grande loi en faveur des lois d'orientation en faveur des personnes handicapées. On n'en finirait pas ainsi de tous ces linéaments qui voient la forte présence de ces fonctionnaires militants donc qui s'allient aux associations privées, alors qu'ils sont a priori avec des habits de fonctionnaires publics, c'est un pléonasme, qui s'allient aux associations, qui s'allient aux juges pour enfants, qui s'allient aux assistantes sociales. Il y aurait long à dire, mais on va dire qu'en Bretagne,
il y a eu ainsi une alliance assez originale entre magistrate l'enfant, comme des poissons dans l'eau quand il s'agit de s'impliquer dans des initiatives parallèles, et donc association habituée de tout temps à collaborer avec ces instances judiciaires. L'Ouest est-il si original que cela? Pour comparer, il faudrait disposer d'études socio-historiques qui seraient le pendant de ce qu'avec Mathias Gardet, on a pu faire au niveau de la Bretagne. Il y a quelques traces ici et là de travaux, mais c'est pour l'instant, en tous les cas, pas facilement comparable. Affaire d'empreintes catholiques avérées, affaire d'une insularité réceptacle, affaire, je l'ai dit, de réaction à cet anti-modèle que peut être Belle-Île, affaire d'une alliance entre magistrats et sauvegarde, de présence d'assistantes sociales calquant très vite, plus vite qu'ailleurs, semble-t-il, ce qui se faisait à Paris dans les années 20, affaire aussi d'un scoutisme qui va investir le credo de l'enfance inadaptée dès les années 40, affaire enfin, je l'ai dit, de fonctionnaires militants gagnés à la cause des mineurs qui ne sont pas des justiciables comme les autres. Ainsi est allée la Bretagne. Ainsi, les uns et les autres, me semble-t-il, sont amenés à composer avec tout ce riche passé, avec ce terreau extrêmement fécond en Bretagne, sans doute vraiment plus qu'ailleurs. Ainsi va ce tissu sur lequel peuvent s'appuyer encore aujourd'hui les juges pour enfants. Bon gré, mal gré, on dira dans le langage up-to-date, impactés, imprégnés par cette histoire, vont aujourd'hui les continuateurs engagés de toutes ces racines dont ils sont, bon gré, mal gré, les héritiers. Je vous remercie. Juste une petite précision par rapport aux orphelinats. Vous avez dit qu'on pouvait y rentrer sans avoir une mesure, quelle qu'elle soit. Et il y avait un mélange dans un certain nombre d'institutions où l'on retrouvait différents publics. Donc, je crois qu'il y a tout un travail à faire, et en particulier par rapport à ce que vous avez déjà fait sur la Bretagne et les orphelinats. Tout à fait. Tout à fait. Quand on étudie à partir des dossiers d'où viennent ces enfants placés dans les orphelinats, ils sont placés par vraiment différents canaux et c'est une population extrêmement hétérogène. Et quand j'ai parlé de Plouguer-Nével, c'est aussi vrai d'autres asiles. Je pense à l'institution Saint-Anastas qui va prendre le nom d'hôpital Gourmelin, l'hôpital psychiatrique, l'hôpital spécialisé de Quimper. Quand on regarde, ça a été fait, les dossiers, on s'aperçoit qu'on a une population extrêmement hétérogène et parmi eux, loin s'en faut, pas des enfants marqués au coin par des troubles qu'on dirait aujourd'hui psychiques. Il y a vraiment une population extrêmement hétérogène dans ces établissements, avec des surprises sur les itinéraires des uns et des autres, et surtout sur les petites choses dont ils sont accusés et pour lesquelles ils vont prendre pour des années. C'est vrai pour les garçons. Pour les filles, vous le connaissez sans doute, puisqu'il y a les murs ici pas loin de Saint-Cyr, c'est toute une histoire. Et là aussi, avec des populations extrêmement hétérogènes, au-delà des nominations, des habilitations ou non des établissements. Pierre. Ouais. Oui, bonjour, Pierre Merle, CNAES. Je voulais remercier Alain Villebroux pour sa intervention flamboyante, d'avoir si bien dégagé et superposé ces axes pour montrer ensuite en quoi ces acteurs ont tressé des réalisations et ont impacté, pour reprendre le terme, le monde d'aujourd'hui dans le domaine de l'enfance qu'on a appelé longtemps inadaptée. Voilà. Et notamment par rapport ça m'a semblé assez original d'avoir mis en lumière les administrateurs, les gens de l'administration, parce qu'on a souvent tendance à les oublier, surtout dans les milieux professionnels. J'appartiens plutôt au milieu professionnel, donc je sais de quoi je parle. On a souvent tendance à opposer, alors qu'en fait, il y a eu un travail, les assistantes sociales, c'est évident, mais même du côté des éducateurs, un travail très important à la fois de confrontation, mais aussi d'alliance avec ces gens de l'administration.
Ce n'est pas une question, Alain, c'était simplement rappeler aux personnes qui sont ici que l'ensemble peut-être que beaucoup des institutions ou des personnalités dont vous avez parlé, on peut en retrouver trace sur les 2 sites qui ont été cités ce matin. À la fois le site du CNES dans le guide des sources qui est en ligne, où on trouvera trace d'un certain nombre de ces associations dont les fonds ont été collectés, classés, triés et éventuellement déposés dans des archives publiques départementales ou nationales. Et donc, il y a quelque chose d'assez copieux en ce qui concerne la Bretagne, puisque nous avons classé le guide des sources en fonction des régions. Et d'autre part, dans le site Enfants en justice, où par exemple, Sylvain, tu me le confirmes, Madame de la Morlaix a fait l'objet d'une notice encore plus développée, parce qu'on a vraiment eu l'eau à la bouche tout à l'heure grâce à ton intervention. Merci. Oui, je voulais remercier Alain Villebreau de son intervention, et mon cœur d'assistante sociale n'a fait qu'un bond. Je comprends maintenant pourquoi j'ai fait un stage au tribunal à Tarbes pendant mes études. Non, cessons de plaisanter, mais je trouve très important pour les étudiants assistants sociaux, et c'est ce que j'ai œuvré pendant ma carrière d'enseignante, de réfléchir sur cette histoire de ces cohortes de femmes qui ont su allier, comme dirait Hôtesse, le contrôle et l'émancipation, car elles ont été très importantes justement sur cette double action. Et justement, pour faire un pendant à Madame Quiriot, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revenir à ces fondamentaux, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail social sans ce voisinage, cet accord, alors c'est à trouver, hein, il faut trouver les mots, entre justement la loi, le droit plutôt, la loi symbolique et imaginaire, et le travail social, c'est-à-dire la question sociale qui ne recouvre pas toute la loi, puisque le social échappe toujours, comme dirait Foucault. Et voilà, il y a quelque chose là vraiment que vous avez su mettre en valeur de façon très vivante, et je vous en remercie. Juste un tout petit mot, vous avez parlé effectivement de toute cette histoire que vous possédez bien. On dit que l'histoire est maîtresse de vie. Les personnages que vous avez nommés sont aussi des maîtres de vie, hein, d'une certaine façon. J'ai trouvé que c'était un peu rapide par rapport à certains personnages que nous avons bien connus, que nous avons beaucoup appréciés. Je ne parle pas d'Henri Gebrel, que je n'ai pas connu, mais Jacques Guillaumard, Guénolé Calvez mériteraient d'avoir une réflexion plus intense pour tout ce qu'ils nous ont apporté et qui demeure. Tout à fait, tout à fait. Mais je rejoins l'invite à des sites. Le CNES a eu le mérite d'aller explorer un certain nombre de fonds. Jacques Guillaumard, en l'occurrence, il gardait tout jusqu'aux petites additions de restaurants, jusqu'aux tickets de métro, etc. On avait là un fonds extraordinaire pour restituer l'histoire de cet homme. Et cet homme était intéressant parce qu'il, lui et d'autres, se disaient pendant un temps que c'était eux qui donnaient le là en matière de politique de l'enfance dans les ministères. Donc, il y a eu tout un travail important de fait par le CNAES. Hein. Sylvain en sait quelque chose. Ils nous ont beaucoup appris. Et on est dans des murs, en quelque sorte, héritiers de l'école de la rue Charles-de-Gauchy, qui est héritier de l'IRTS, qui doivent beaucoup à ces militants très combatifs, parce qu'en face, à partir des années 60, il y avait la DRAS. Ils n'étaient pas tous militants. On peut à nouveau applaudir M. Villebreau.